Chapitre 4. La boutique de A.G. Geiger était située sur le côté nord du boulevard, vers Las Palmas. La porte d'entrée, placée au milieu, était très en retrait, et derrière les vitrines, bordées d'une frise en cuivre, des paravents chinois m'empêchaient de voir à l'intérieur. La devanture était pleine de vieilleries asiatiques. Je n'aurais pu dire si elles avaient de la valeur, ne collectionnant pas d'autres antiquités que des factures impayées. La porte d'entrée était tout en verre, mais ne me permettait pas de voir grand-chose non plus, car la boutique était très sombre. D'un côté de la boutique, l'entrée d'un immeuble, et de l'autre, une scintillante bijouterie à crédit. Le bijoutier se tenait là, se balançant d'un pied sur l'autre, et il semblait s'ennuyer. C'était un bel et grand juif aux cheveux blancs, vêtements sombres taillés serrés, avec environ 9 carats de diamants à la main droite. Un léger sourire de connaisseur passa sur ses lèvres lorsque j'entrai chez Geiger. Je laissai la porte se refermer doucement derrière moi, puis je fis quelques pas sur l'épaisse moquette bleue qui tapissait toute la pièce. Quelques bons fauteuils de cuir bleu étaient flanqués de cendriers sur pied, et quelques ensembles de livres reliés de cuir ouvragé étaient disposés sur d'étroites tables polies entre des serre-livres. Au mur, dans de petites vitrines, il y avait d'autres livres aux reliures ouvragées. De la marchandise qui présente bien, le genre qu'un riche promoteur achèterait au maître, et qu'il ferait étiqueter à son nom. Au fond de la pièce, une cloison en bois veiné, avec au milieu une porte, fermée. Dans un des coins du fond, une femme était assise derrière un petit bureau pourvu d'une loupiote en bois sculpté. Elle se leva lentement et ondula vers moi dans une robe noire moulante qui ne réfléchissait pas du tout la lumière. Elle avait de longues cuisses, et il y avait dans sa démarche un petit quelque chose que je n'avais pas souvent vu dans les librairies. C'était une blonde cendrée, avec des yeux verdâtres, des cils chargés de mascara, les cheveux légèrement tirés en arrière des oreilles, auxquels scintillaient de gros boutons de jais. Ses ongles étaient argentés. En dépit de son accoutrement, on pouvait s'attendre à ce qu'elle ait un accent des bas quartiers. Elle s'approcha de moi avec assez de sex-appeal pour affoler un repas d'homme d'affaires, et elle inclina la tête en passant ses doigts sur une mèche vagabonde, mais pas si vagabonde que ça, de ses cheveux légèrement luisants. Son sourire était incertain, mais on aurait pu le persuader de se faire aimable. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle. J'avais mis mes lunettes de soleil à monture d'écaille. J'ai placé ma voix dans les aigus, et j'ai laissé un oiseau y gazouiller. Se pourrait-il que vous ayez un Bénur de 1860 ? Elle ne dit pas « un », mais elle l'aurait voulu. Elle sourit froidement. « Une première édition ?»« La 3e, dis-je. Celle avec l'erratum, page 116. »« J'ai bien peur que non, pas pour le moment. »« Et un chevalier Audubon de 1840, l'ensemble complet, bien sûr. »« Pas pour le moment, » ronronna-t-elle sèchement. Son sourire alors ne se tenait plus qu'à ses dents et à ses sourcils, et il se demandait ce qu'il allait heurter lorsqu'il tomberait. « Vous vendez bien des livres ?» dis-je dans mon fausset empreint de politesse. Elle me jaugea du regard. Plus de sourire maintenant. Les yeux entre neutres et durs. La pose très droite et rigide. Elle leva ses ongles argentés en direction des étagères sous verre. « Et ça, c'est quoi? Des pamplemousses ?» demanda-t-elle d'un ton acerbe. « Oh, vous savez, les trucs dans ce genre ne m'intéressent pas beaucoup. Ils contiennent probablement des fac-similés de gravures à l'acier, avec des couleurs à 10 balles et un aspect tout à fait banal. La vulgarité habituelle. Non, je suis désolé, non. » « Je vois. » Elle tenta de hisser à nouveau le sourire sur son visage. Elle était aussi agacée qu'un élu affligé des oreillons. « Peut-être que M. Geiger... mais il n'est pas là pour le moment. » Ses yeux m'étudièrent avec attention. Elle ne s'y connaissait en livres rares, pas plus que moi en dressage de puces. « Il sera là plus tard ?»« Pas avant longtemps, malheureusement. »« C'est dommage, dis-je. Ah, comme c'est dommage. Je vais m'asseoir et fumer une cigarette dans l'un de ces charmants fauteuils. J'ai une après-midi plutôt creuse. La seule chose dont j'ai à m'occuper, c'est mon cours de trigonométrie. »« Oui, dit-elle. Oui, bien sûr. » Je me suis étendu dans l'un d'entre eux et j'ai allumé une cigarette avec le briquet rond en nickel qui se trouvait à côté du cendrier. Elle était restée debout, la lèvre inférieure entre les dents, le regard vaguement embarrassé. Enfin, elle hocha la tête, se retourna lentement,
et rejoignit son petit bureau dans le coin. De derrière la lampe, elle se mit à m'observer. J'ai croisé les chevilles et j'ai bâillé. Ses ongles d'argent s'approchèrent du téléphone, ne le touchèrent pas, retombèrent et se mirent à pianoter sur le bureau. Environ 5 minutes de silence. La porte s'ouvrit, et un grand oiseau à l'air affamé avec une canne et un grand nez entra rapidement, referma la porte derrière lui en forçant sur le ferme-porte, vint jusqu'au coin et posa un paquet sur le bureau. Il sortit de sa poche un portefeuille en peau de phoque avec des coins dorés, et il montra quelque chose à la blonde. Elle pressa un bouton sur le bureau. Le grand oiseau se dirigea vers la porte de la cloison à panneaux et il ouvrit juste ce qu'il fallait pour s'y faufiler. J'avais fini ma cigarette, j'en allumai une autre. Les minutes se traînaient. Des klaxons se promenaient et grognaient sur le boulevard. Un grand autocar rouge vrombit en passant. Un feu tricolore fit entendre son gong. La blonde s'appuya sur son coude, cacha ses yeux avec sa main et se mit à m'observer discrètement. La porte de la cloison s'ouvrit et le grand oiseau avec la canne la franchit rapidement. Il tenait un autre paquet, de la forme d'un grand livre. Il alla au bureau et paya en liquide. Il s'en alla comme il était venu, marchant sur la pointe des pieds, respirant par la bouche, et me lança un petit regard de côté en passant devant moi. Je me suis levé, j'ai touché mon chapeau à l'intention de la blonde, et je suis sorti derrière lui. Il allait vers l'ouest, prenant appui sur sa canne au niveau de son pied droit. Il était facile à suivre. Son manteau, taillé dans une couverture de cheval plutôt voyante, avait les épaules tellement larges que son cou en sortait tel une branche de céleri au bout de laquelle dodelinait sa tête tandis qu'il marchait. Nous avons parcouru 1 bloc et demi. Au feu tricolore de Highland Avenue, je me suis arrêté à côté de lui, m'offrant à sa vue. Il me regarda de côté, distraitement dans un premier temps, puis soudain avec acuité, et il se retourna vivement. Nous avons traversé Highland au feu vert et parcouru un autre bloc. Il allongeait ses longues jambes, et arrivé au coin, il avait 20 mètres d'avance. Il tourna à droite. Ayant monté la colline sur 30 mètres, il s'arrêta, pendit la canne à son bras et fouilla dans une poche intérieure pour en sortir un étui à cigarette en cuir. Il mit une cigarette en bouche, fit tomber son allumette, regarda derrière lui en la ramassant, me vit l'observer depuis le coin, et se redressa comme si quelqu'un lui avait botté l'arrière-train. Il souleva presque la poussière en montant la rue, marchant à grandes enjambées maladroites, et plantant avec force sa canne dans le trottoir. Il tourna encore, à gauche. Il avait au moins un demi-bloc d'avance sur moi lorsque j'atteignis l'endroit où il avait tourné. Il m'avait essoufflé. C'était une rue étroite bordée d'arbres, avec d'un côté un mur de soutènement, et de l'autre 3 lotissements de bungalows. Il avait disparu. J'ai flâné le long du bloc, scrutant ici et là. Au 2e lotissement, je vis quelque chose. Ça s'appelait le La Baba, un endroit calme et sombre, avec une double rangée de bungalows ombragés par des arbres. L'allée centrale était bordée de cyprès italiens taillés courts, mastoc, ayant à peu près la forme des jarres d'huile dans Ali Baba et les 40 voleurs. Derrière la 3e jarre, le bord d'une manche bigarrée avait bougé. Je me suis appuyé contre un poivrier et j'ai attendu. Le tonnerre dans les collines grondait à nouveau. Vers le sud, la vive lueur des éclairs se reflétait sur un empilement de nuages noirs. Quelques gouttes de pluie hésitantes se mirent à tomber sur le trottoir, en faisant des taches aussi grandes que des pièces de monnaie. L'air ne bougeait pas plus ici que dans la serre du général Sternwood. La manche derrière l'arbre fit une nouvelle apparition, puis un grand nez et un œil, et des cheveux châtains, sans chapeau dessus. L'œil m'observa. Il disparut. Son compagnon apparut, comme un pivert, de l'autre côté de l'arbre. 5 minutes s'écoulèrent. C'est ce qui le perdit. Les types dans ce genre ont les nerfs fragiles. J'entendis le grattement d'une allumette, puis un sifflotement. Puis une légère ombre glissa sur l'herbe jusqu'à l'arbre suivant. Puis il s'engagea dans l'allée, venant droit vers moi, balançant sa canne et sifflotant. Un sifflotement aigre, avec des pointes de nervosité. J'ai levé la tête, regardant vaguement le ciel sombre. Il est passé à 3 mètres de moi sans même me jeter un coup d'œil. Il était en sécurité maintenant, il s'en était débarrassé. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il fût hors de vue,
Puis j'ai remonté l'allée centrale du Lababa et j'ai écarté les branches du 3e cyprès. J'en ai extirpé un livre emballé. Je l'ai pris sous mon bras et je suis parti. Personne ne m'a interpellé.